続けば、溶岩が沖合に出現した直径およそBonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format actualité, émission dans laquelle on vous sélectionne et on vous résume l'actualité concernant le Japon, de près ou de loin, et nous sommes au mois d'août et j'ai le plaisir de partager cette émission avec Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. Comme vous l'avez sans doute constaté si vous êtes abonné à notre newsletter, Kanpai met en place un concours du 22 août au 22 septembre où chaque livre acheté sur notre boutique en ligne, vous ne pourrez pas les trouver ailleurs qu'en ligne sur notre site kanpai.fr, chaque livre acheté vous donne un ticket de participation pour gagner un voyage au Japon. Ceci pour 2 personnes et 2 semaines, Gaël. Et donc, chaque livre acheté donne un ticket. Si vous achetez le pack de 4 livres, ça vous fait donc 4 chances de gagner ce voyage. Et si vous achetez le pack soutien, eh bien, on offre un 5e ticket avec. Et Gaël, jusqu'à quand on peut participer du coup pour ce concours ? Alors, jusqu'au 22 septembre. Et après, nous, on va faire le tirage au sort sous 30 jours, donc probablement début octobre. Et en plus de ça, cette semaine, on s'est aperçu aussi qu'on était top 3 sur PodCloud. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire par rapport aux audiences de PodCloud, mais c'était toujours sympa de savoir que le podcast Kanpai fonctionne. Et vu qu'on venait de sortir le podcast sur Akone aussi, c'est normal qu'on remonte dans les sondages, mais ça fait toujours plaisir. Ah oui, j'en profite pour vous remercier, parce que tous nos podcasts, les 4 formats que l'on fait, chaque semaine, il y a un nouveau format. Enfin, un épisode de chaque format. Et ben, on a de plus en plus d'écoute, donc merci à vous. Ça fait plaisir. Eh bien, pendant que tu parles, Gaël, je vais te laisser commencer avec une grosse news. Donc, on va vous les séquencer en plusieurs catégories. Donc, le tourisme, la politique, l'économie, la société et pour terminer, la pop culture. Et donc, on va commencer avec notre catégorie sur le tourisme et tu vas nous parler du séisme, du coup, de cet été. Ah oui, la grosse actu du mois d'août, donc le méga séisme, on en a beaucoup entendu parler, alors sans doute parce que ça correspondait avec la fin des Jeux Olympiques, donc peut-être que par chez nous, c'est vrai que l'actu avait besoin de trouver autre chose, et là c'était tout trouvé. Alors, pour une manière un petit peu plus factuelle, donc le jeudi 8 août à 16h43, le Japon a connu un tremblement de terre de magnitude 7.1 et d'une profondeur de 30 km. Donc ce séisme a eu lieu au large de la préfecture de Miyazaki, dans la mer de Hyuganada. Alors, je ne connaissais pas personnellement. C'est sur l'île de Kyushu, enfin au large de l'île de Kyushu, qui est l'île la plus au sud du Japon avant Okinawa. Côté tectonique des plaques, on est sur l'extrémité sud-ouest de la faille de Nankai. その結果は南海トラフ地震臨時情報の巨大地震注意です。巨大地震注意です。 Alors pareil, j'en avais entendu parler, mais c'était pas très précis. Là, Marjorie nous a écrit un très long article vraiment intéressant qui justement a fait le point sur cette faille de Nankai qui cristallise un petit peu toutes les inquiétudes en ce moment. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait cette faille qui est située sous le Japon en fait, qui part de Kyushu quasiment jusqu'à Tokyo, alors quand même pas, mais elle est divisée en différents segments et du coup Marjorie nous a bien expliqué l'ensemble des intrications qu'il y a et puis des risques surtout. Alors pour revenir sur ce séisme qui a eu lieu le 8 août, il a été ressenti par les Japonais à une intensité de 6 sur l'échelle de Shindo, qui compte 10 gradations, donc on est quand même assez loin des méga-séismes, et pour cause d'ailleurs, cet épisode n'a pas causé de dégâts majeurs, et le risque de tsunami, qui est d'ailleurs quasiment systématique à cette magnitude, a été levé très rapidement. En termes de bilan, on dénombre seulement une quinzaine de blessés et pas de décès, donc encore une fois, on est très très loin du méga-séisme. Et ça, c'est grâce notamment aux normes de construction antisismique des bâtiments au Japon, et puis également au comportement de la population locale, qui est préparée dès le plus jeune âge à savoir comment bien réagir en cas de séisme. Tout ça, évidemment, ça contribue sans conteste à un bilan qui est, comme on l'a dit, assez léger. Alors pour rappel, le Japon a cette particularité de se trouver au carrefour de 4 plaques tectoniques, donc les plaques pacifiques, eurasiennes, nord-américaines et philippines, ce qui explique qu'il y ait des mouvements assez fréquents, donc pas mal de tremblements de terre au Japon. Ce qui a fait le plus de bruit au-delà de ce séisme, c'est l'annonce de l'agence JMA qui surveille l'activité sismique et qui a lancé un avertissement concernant, je cite, un risque plus élevé que la normale qu'un éventuel méga-séisme se produise dans les prochains jours dans la zone de l'épicentre. Donc ça, c'est ce qui a fait évidemment parler un petit peu partout au Japon et surtout ailleurs. En effet, les sismologues s'accordent à penser qu'il y a 5% de probabilité qu'un séisme précède un événement de plus grande ampleur. Ça veut dire qu'à la suite de ce qui s'est passé le 8 août, le tremblement de terre, on considérait qu'il y avait une possibilité pendant les jours suivants de 5% qu'il y ait un méga séisme qui arrive. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été remarqué en 2011
avant le tristement célèbre 11 mars, le méga séisme en fait qui avait eu lieu sur la côte pacifique du Tohoku, et bien 2 jours avant, on avait eu une pré-secousse de magnitude 7,3. Donc les médias étrangers en particulier ont repris la news comme un prochain méga séisme imminent, quasiment en comptabilisant le nombre de morts, donc c'est vraiment de l'info-terreur, et c'est ce qu'on disait, ça a sans doute été accentué par le fait que les Jeux Olympiques étaient juste finis, donc il fallait bien dire... Revenez sur nos chaînes pour écouter nos news. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc oui, effectivement, il y a eu quelques répercussions au Japon, on va pas se le cacher non plus, après cette annonce. Notamment, je pense que ce qui a beaucoup inquiété, entre guillemets, c'est que le Premier ministre japonais, donc Fumio Kishida, dont tu vas reparler Charlie un peu plus tard, a reporté son déplacement prévu en Asie centrale. Bon, nous, on pense que c'est peut-être de façon opportunisme, parce que quelques jours plus tard seulement, il a annoncé son intention de démissionner. Donc ça, tu vas nous en parler plus longuement. On a constaté aussi que certains vacanciers inquiets pour Obon, donc les vacances de la mi-août au Japon, ont annulé leur nuitée dans les hébergements situés dans la zone de localisation de l'éventuel méga-séisme. Ça veut dire que ceux qui partaient en vacances près du séisme en fait dans le Kyushu ont annulé leurs vacances, mais pas tous les Japonais ont annulé leurs vacances bien sûr. Et puis surtout il y a eu un petit peu de panique, c'est-à-dire qu'en fait on a constaté au Japon que les stocks d'eau, de riz et de papier toilette ont été un petit peu dévalisés dans les supermarchés et les combini, ce qui fait que pendant quelques jours il y avait un petit peu du rationnement, vous ne pouviez plus acheter qu'une bouteille d'eau par passage en caisse et ainsi de suite. Et puis la circulation des trains, elle, a été ralentie dans certaines régions. Ça n'a pas duré très longtemps et c'était vraiment que dans le sud du Japon. Et puis certains événements côtiers ont été annulés, comme le feu d'artifice de Shirahama, mais ça restait quand même assez mineur. Alors pour ce qui est des touristes, ce qui nous intéresse un petit peu, donc en tout cas les voyageurs étrangers qui partent au Japon, ou celles et ceux qui se préparent pour leur prochain voyage. Donc on recommande de ne pas céder à la panique immédiate, car nul ne peut prédire la date ni le lieu exact du prochain gros séisme au Japon. Ce qu'il faut retenir, qui est très important, qu'on a essayé de bien expliquer dans notre article, c'est qu'un méga séisme peut arriver demain ou dans 30 ans. Donc ce n'est pas une raison pour annuler votre voyage ou le reporter. On a même entendu des gens qui reportaient leur voyage d'1 mois. Désolé de le dire, mais c'est un petit peu idiot, parce que le méga séisme peut arriver dans 1 mois, dans 10 ans ou 20 ans. C'est le principe du séisme. Voilà, mais ne pas céder à la panique, ça permet justement de faire le point et de regarder un petit peu plus posément les enjeux. Également, comme toujours, on vous encourage à partir avec une agence de voyage spécialiste du Japon. Alors on cite beaucoup Keikaku évidemment. Ça vous apporte quand même une garantie supplémentaire pour être mieux accompagné en cas d'événement un peu particulier. En effet, quand vous signez un contrat de voyage avec une agence, donc un contrat de voyage incluant les vols et les hébergements, c'est l'agence qui est responsable de vous. Alors que si vous réservez votre séjour de votre côté, vous êtes responsable de vous et donc un petit peu livré à vous-même, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à vous de faire toutes les démarches. Alors qu'admettons, si vous avez un contrat de voyage avec une agence spécialiste et qu'il y a un événement naturel qui arrive, c'est à l'agence de prendre en charge toutes les démarches et les frais pour éventuellement annuler ou reporter un voyage. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut se tenir informé avant et pendant son séjour. Donc notamment vous inscrire sur le dispositif Ariane et puis installer des applications comme Safety Tips ou Yurekuru Call. Ce premier état de prudence particulière a couru pendant 1 semaine et a été levé jeudi 14 août 2024. Donc à ce jour, il n'y a plus d'alerte au séisme au Japon. Oui, donc ce méga séisme, c'est vrai qu'on ne sait pas s'il pourra avoir lieu tout de même demain ou jusqu'à 30 voire 40 ans. Selon les statistiques, mais preuve que le Japon est aussi connu comme le pays des séismes, comme quoi ils sont monnaie courante là-bas. Le 20 août, quand j'ai regardé sur un site dédié au séisme, sur Miyazaki, donc proche de l'épicentre du dernier séisme de magnitude 7, il y avait dans les 30 derniers jours 103 séismes ressentis par les sismographes. Donc il y en avait un au-dessus de magnitude 7, puis 2 entre 5 et 6 de magnitude, et enfin 9 entre 4 et 5, puis tout le reste en dessous. Donc voilà, 103 secousses, c'est quelque chose d'assez normal, on va dire, dans un pays qui est situé, comme tu le disais tout à l'heure, au milieu des 4 failles, et situé sur la ceinture de feu du Pacifique, donc ça fait partie du voyage, on va dire, quelque part. Oui, puis en plus, là, tu vois, tu cites 103 séismes, c'est uniquement à Miyazaki, donc qui est une des préfectures du Japon. Il y a 47 préfectures au Japon.
Si vous avez peur des séismes, il ne faut pas partir au Japon, hein. Méga séisme ou pas, de toute façon, c'est un pays entre guillemets risqué à ce niveau-là. Alors le risque, il est extrêmement faible, mais il est existant, que vous partiez maintenant ou dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, ce risque existera. Rien ne dit... Alors en plus de ça, la faille de Nankai, elle ne va pas jusqu'à Tokyo. C'est un petit peu malheureux de dire ça, mais les grosses densités de population, elles sont autour de Tokyo et puis d'Osaka. Donc oui, on est un petit peu plus proche d'Osaka, on va dire, parce que la faille elle passe sous la péninsule de Ki. Mais malgré tout, c'est vrai que le risque, même s'il est existant, il est très très faible. À notre avis, c'est pas de nature à empêcher un voyage au Japon, en tout cas. Ce mois d'août, le Japon nous a offert une vue aussi sur un autre type d'événement naturel qui est habituel au Japon avec le typhon nommé Ampil du 16 août dernier, et donc c'était le 7e de la saison, Gaël. Oui, le 7e de la saison, mais il faut noter que les 7 ne sont pas passés au-dessus du Japon. C'est pas parce on les nomme en fait quand ils arrivent dans la région, mais la plupart des typhons ne passent pas au-dessus du territoire japonais. Oui, puis celui-ci était qualifié de très fort, il était prêt à passer en catégorie violent, avec des rafales jusqu'à 250 km/h, mais je ne crois pas sur la terre, donc ça devait être plus en mer. Je sais qu'ils doivent avoir une sorte d'échelle, hein. Nous, pour le vent, ici on a l'échelle de Beaufort pour mesurer les forces du vent. Et pour information, les typhons, les ouragans ou les cyclones, ce sont le même phénomène météorologique, c'est juste qu'on leur donne des noms différents selon leur origine. Donc, quel a été l'impact de ce typhon au Japon, le typhon Ampil? Il a touché Tokyo et la côte est du Japon, entraînant notamment l'annulation de centaines de vols et de trains, ainsi que des coupures de courant. Le Japon, lui, a ordonné aussi l'évacuation de plusieurs milliers de personnes dans l'est du pays. Donc par exemple, pour le chiffrer, en termes de bilan, il y avait 4000 foyers privés d'électricité, 32 000 habitants ont été évacués dans la préfecture de Fukushima. La compagnie aérienne ANA a annulé 281 vols intérieurs et 54 internationaux, ce qui a touché à peu près 60 000 passagers. Et donc c'était à peu près la même chose en termes de proportion pour Japan Airlines. Et au centre du pays, c'est le rail, donc le train, qui a été impacté lourdement puisque c'est sur cette artère ferroviaire entre Tokyo et Nagoya surtout, qui a souffert de certains arrêts de train qui ne pouvaient pas circuler à ce moment-là, et un peu les régions aussi alentours puisqu'elles étaient connectées à cette artère ferroviaire. Et même Disney d'ailleurs a fermé ses portes à partir de 15h. Donc si Disney ferme, c'est que c'est important. Oui, le manque à gagner, c'est vraiment quand il y a une bonne raison. Et côté tourisme, avec le séisme et le typhon, comme tu le disais tout à l'heure, Gaël, eh bien, ça a impacté certaines nuitées, puisqu'il y a pas mal de voyageurs, qu'ils soient japonais ou non, qui ont annulé leur séjour ou certaines nuitées aux alentours de ces événements. Et le Japon, on le sait, hein, il est très résilient, il est habitué à vivre avec ce mode de vie qui est lié au risque, qu'il soit sismique ou climatique de manière générale. Donc là-bas, on adapte les bons gestes et on suit surtout les consignes. Et par exemple, ce typhon-là a fait 0 mort, comme quoi, même avec des très fortes rafales, vous verrez toujours des gens sur les médias qui font un peu n'importe quoi, qui, avec les parapluies, etc., qui s'amusent à courir dans tous les sens, mais voilà, la majorité du temps, les consignes sont évidemment respectées. Oui, ça c'est très important que tu le dises, Charlie, parce que quand on est au Japon et qu'il y a un typhon, c'est quelque chose qui va arriver si vous partez au Japon entre le printemps et l'automne, il y a de fortes chances en tout cas, eh bien il faut respecter les consignes. Si les trains sont arrêtés pendant quelques heures, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est justement pour éviter qu'il y ait des blessés ou des décès. J'en profite donc pour rebondir, Charlie, sur ta news. Si vous nous écoutez ce mercredi, du coup, au moment où on enregistre, on est quelques jours avant, eh bien il y a un autre typhon qui passe a priori sur le Kansai, donc pour nous on a la trajectoire prévue, mais peut-être qu'à un moment où vous nous écoutez, il y a un typhon qui passe là sur Kyoto, Osaka notamment. J'en profite également pour dire que septembre n'est pas la saison des typhons, c'est je sais pas pourquoi en fait, c'est une légende urbaine. on entend souvent septembre c'est la saison des typhons, c'est faux. Les typhons au Japon, il y en a entre le mois d'avril et le mois d'octobre, donc septembre c'est une saison complètement sous-cotée au Japon, qui est moins chère que l'été, moins chère que l'automne, il y a moins de touristes, et ce n'est pas la saison des typhons. Des typhons vous pourrez en avoir au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, là comme on le voit il y en a 2 gros qui passent. Donc il ne faut surtout pas vous empêcher de partir en septembre, et puis il ne faut surtout pas vous inquiéter des typhons aussi pour aller au Japon, parce que ça dure quelques heures. Comme tu l'as dit, on suit les consignes, et puis quelques heures après, il fait très beau. Oui, c'est ça aussi, c'est que là-bas, vu qu'ils sont habitués, même les hébergements, etc., ne vont pas vous mettre en danger. Donc, mis à part le vol, on n'y peut rien, mais le vol et le train, tout le reste est très bien pris en compte là-bas au Japon, évidemment. Oui, le seul vrai risque, c'est que vous atterrissiez ou que vous décolliez au moment du typhon. Donc là, généralement, c'est décalé de quelques heures, et puis les compagnies sont habituées aussi. Alors, on va rester sur la partie transport en vous reparlant des cartes Suica. Alors, comme vous l'avez peut-être vu passer,
les cartes Suica, donc les cartes prépayées iconiques avec leur couleur verte, et le pingouin vont revenir à la vente. Alors on va essayer de nuancer un petit peu ça. Donc pour rappel, les Suica n'étaient plus en vente depuis juin 2023, donc plus d'1 an, à cause de pénurie de microconducteurs ou de semi-conducteurs selon. Donc ça c'est la JRIS qui nous avait dit que depuis le Covid, ils avaient un petit peu de mal en termes de production. Eh bien, ils viennent d'annoncer que la Suica revenait à la vente au 1er septembre. Alors, il faut faire attention à cette annonce et lire un petit peu entre les lignes, parce que d'une part, il n'y aura pas autant de stock qu'avant, et d'autre part, ça c'est encore plus important, il faut que les cartes soient nominatives, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez acheter à partir de début septembre une carte Suica au Japon, ce n'est plus comme avant, il faut faire à la queue, et ça durera un petit peu plus longtemps, et puis remplir un formulaire au moment de l'achat en donnant donc vos coordonnées personnelles, un nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre genre, je crois. Il y a pas mal d'informations comme ça qui sont demandées juste pour acheter la carte Suica. Donc nous, on vous déconseille d'attendre en fait d'arriver au Japon pour la commander, et on vous conseille surtout plutôt de commander avant de partir votre carte Ikoka, qui est l'équivalente de la carte Suica, notamment sur Keikaku bien entendu, qui vous permettra d'avoir la carte sans avoir besoin d'ajouter d'informations personnelles. C'est évidemment une carte qui est valable sur le plan national au Japon, et puis qui est valable 10 ans, donc contrairement à la Welcome Suica, qu'on vous recommande pour le coup d'éviter, restez sur les Suica Ikoka, les cartes classiques. Et puis si vous aviez déjà des cartes Suica en main ou des amis qui les ont, n'hésitez pas à leur prendre. Mais c'est vrai que plus tard, ce ne sera pas possible. Si vous achetez une Suica maintenant en vous identifiant, entre guillemets, eh bien vous ne pourrez pas la prêter pour quelqu'un qui part ensuite au Japon. Donc ça se fait beaucoup, les gens qui se prêtent les cartes Ikoka par exemple, parce que ça marche très bien. Et sans transition, et ça n'a pas grand chose à voir, Gaël, mais le ministère de la Santé semble encourager des mesures qui vont permettre aux restaurants et autres points de vente de nourriture cuisinée de mettre en place des doggy bags. Donc c'est le fameux petit sac souvent plastique qu'on vous transmet après votre repas si vous n'avez pas terminé, ou des boîtes en alu, etc. Ce principe-là, il n'est pas forcément courant au Japon, et cette décision, elle a été motivée par des chiffres d'une étude nationale de 2022 qui ont été mises au goût du jour ces derniers mois, qui expose que le Japon émet 4 720 000 tonnes de déchets alimentaires, j'ai bien vérifié tous les zéros pour ne pas me tromper Gaël, dont 50% de ces déchets proviennent de restaurants et de magasins d'alimentation. Donc c'est assez gigantesque, même si c'est vrai qu'on n'a pas de moyen de comparaison avec d'autres pays ou autres. Donc jusque-là, par crainte d'intoxication et surtout pour l'image que ça apporte du restaurant par exemple, c'est pas quelque chose qui était courant comme je le disais. Les Japonais sont pas très friands de ce système de doggy bag, mais au vu du gaspillage, eh bien, le gouvernement, avec un comité d'enquête dédié à cette mission, compte pouvoir donner des lignes directrices que pourront suivre les hôtels et les restaurants d'ici la fin de l'année. Donc ça va aller normalement très vite, et donc peut-être que vous allez pouvoir à l'avenir partir avec le reste de votre assiette en doggy bag. N'hésitez pas à le demander si vous êtes au restaurant. Peut-être qu'on vous comprendra pas, ça se peut aussi, mais peut-être que les infos seront déjà passées. Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir la répartition entre les restaurants et les magasins d'alimentation, parce qu'on voit souvent quand vous allez au supermarché ou au combiné en fin de journée, vous avez des petite réduction en fait par exemple sur les barquettes de sushi ou ce genre de choses, tout ce qui est frais, et j'ai bien peur qu'en fait il y en ait beaucoup qui soient jetés quand elles ne sont pas achetées en fin de journée. Donc c'est une très bonne nouvelle pour éviter le gâchis, mais peut-être qu'il faut creuser aussi encore un petit peu plus loin. Petit conseil d'ailleurs, faites les supermarchés tard le soir, comme ça vous aurez toutes les réductions. C'est Marjorie d'ailleurs qui m'avait conseillé cette petite astuce et je l'ai vécu. Ça permet d'économiser pas mal. Ouais. Et de trop manger surtout. Pour nos amis japonais qui aiment voyager mais qui n'ont pas forcément le temps, on vous a déniché une petite news assez amusante sur une simulation de voyage en avion à destination de Paris. Installez-vous, fermez les yeux, PNC aux portes, armement des toboggans. Vous êtes au 7e étage d'un immeuble de Tokyo. C'est là qu'a été installée une cabine factice d'un vol long courrier, donc installée dans cette tour de Tokyo pour faire un beau voyage en première classe. Mais évidemment, depuis le haut de cette tour, vous n'allez pas décoller. En fait, vous serez en partance pour Paris à un coût de seulement 40 €, mais vous resterez dans votre siège. Le concept, c'est une idée de Hiroaki Abe. Je cite: « Les Japonais se font souvent une joie de prendre l'avion, mais dans les faits, il n'est pas si fréquent d'embarquer pour partir pour l'étranger.
Le but ici est d'offrir de façon simple un ressenti proche d'un vol long courrier et d'un séjour à l'étranger. Donc tout a été reproduit, le bruit des moteurs, les hublots, une hôtesse de l'air, les sons d'ambiance et même un repas qui vous sera servi. Et puis grâce à un casque de réalité virtuelle, vous visiterez la capitale. Donc on a trouvé ça assez amusant, c'est un peu anecdotique bien sûr, mais les Japonais qui ont tendance à faire des séjours très très courts à l'étranger, eh bien là ils vont pouvoir le faire de manière encore plus courte. Je sais pas combien de temps ça dure, Charlie, je sais pas si tu te souviens des informations. Non, c'est plusieurs heures, mais justement, pendant que tu parlais, je me demandais si ils te font patienter 3 heures avant et que tu fais la queue aussi ou pas, si ça fait partie du plaisir. Donc non, je sais pas combien de temps ça dure, mais apparemment la nourriture n'y est pas si bonne, ce qui fait que c'est assez proche de la vérité. En même temps, à 40 €, il fallait pas s'attendre à un gastronomique. Mais en tout cas, voilà, peut-être que c'est le démarrage des voyages en réalité virtuelle. Moi, je trouve ça un petit peu triste personnellement, mais aussi un petit peu marrant. Au moins, on n'a pas l'empreinte carbone qu'ont les avions qui décollaient à vide après Covid, je crois, pour rester dans les clous financièrement, et qui faisaient partir des gens qui ne déposaient pas au final dans le pays d'arrivée. Très bonne remarque. Donc peut-être que même si c'est un peu triste, peut-être c'est pas si mal. Puis il y a des gens qui doivent peut-être en profiter pour bouquiner, etc. Voilà. Faire des rencontres. Il n'y aura pas les crottes de chiens dans les rues de Paris, dans la réalité virtuelle. Non, et puis bien sûr, il y a d'autres destinations. Je ne les ai pas toutes notées, mais en tout cas, il n'y a pas que Paris. Mais vu que là, c'était pendant les JO, il y a eu une recrudescence d'utilisation de cette simulation pour Paris. Première news de notre rubrique Société, on va parler évidemment des Jeux Olympiques. Est-ce que tu sais ce que c'est, Charlie? T'as eu un petit moment de bug. Oui, tu m'as fait bugger là. Donc évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté de cet événement mondial. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va vous faire un petit résumé du Japon aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc 45 médailles, c'est quand même le palmarès impressionnant du Japon, qui est 3e aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec donc 20 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 13 médailles de bronze. C'est quand même pas rien, 3e après les États-Unis et la Chine, sachant que la France est arrivée 5e. Depuis la première participation de la délégation nippone en 1912, c'est donc le second record du pays après la dernière édition qui a eu lieu en 2021, donc à Tokyo, qui était de 58 médailles d'or. Mais était-ce des Jeux Olympiques? La question reste ouverte. Alors il y a eu quand même quelques premières au Japon cette année, notamment la lanceuse de javelot Kitaguchi Haruka, qui est la première femme japonaise à décrocher une médaille d'or dans une épreuve d'athlétisme. Également donc au sport équestre, le bronze est une première depuis la prouesse du baron Nishi en 1932, donc ça ne nous rajeunit pas. Et puis on citera également un record, donc 137 combats d'affilée gagnés pour la jeune Fujinami Akari, donc 20 ans, en lutte qui a été quand même le plus gros pourvoyeur de médailles pour le Japon, c'est-à-dire quand même 8 médailles d'or 1 sur 20 dans cette catégorie. Abe Uta, la judoka, s'est inclinée malheureusement au second tour face à l'Ouzbek par Ippon. En larmes inconsolables, elle a été malgré tout acclamée par le public. Et le judo, donc bien sûr, vous l'avez sans doute vu, s'est incliné en finale par équipe face à la France, ce qui a suscité une petite controverse quand même au Japon, notamment liée au tirage au sort du dernier combat où Teddy Riner a pris l'ascendant sur son adversaire japonais. Et toujours en judo, du coup, la double victoire de Teddy Riner, donc comme on disait, sur Saito Tatsuru, 22 ans, lui-même fils d'un double champion olympique. On citera également la première qualification pour un japonais au 110 mètres haies, même s'il a terminé 5e, de Muratake Rashid, qui fait écho à l'exploit de Takayoshi Yoshioka, qui avait fini 6e du 100 mètres en 1932 lors des Jeux Olympiques de Los Angeles. On vous parlait également le mois dernier de la jeune athlète capitaine de gymnastique qui avait été évincée de l'équipe après avoir bu de l'alcool et fumé. Eh bien, l'équipe termine malgré tout 8e après avoir atteint la finale, ce qui n'est pas si mal pour une première participation. On citera enfin l'or, la médaille d'or en skateboard, grâce à la jeune japonaise Koko Yoshizawa, 14 ans, c'est quand même assez jeune. Koko Yoshizawa, la numéro 1 mondiale, est-ce qu'elle va s'emparer des commandes de cette finale olympique? Parce que c'est du très lourd ça. Et oui, 96-49, elle prend la tête. Et puis l'or encore pour la première du breakdance avec Ami Yuasa, avec une performance qui était quasiment aussi bonne que celle de la fameuse australienne.
Et pour continuer cette partie dédiée à la société japonaise, un zoom sur l'été caniculaire, donc la chaleur brutale comme on le dit en japonais avec le terme kokusho. Le Japon qui enregistre déjà des températures supérieures à 40 degrés en divers endroits de l'archipel depuis le mois de juillet. Et l'agence météorologique japonaise, elle émet des alertes contre les coups de chaleur et l'épuisement face à ce genre de situation dans de nombreuses régions japonaises, appelant donc les gens à rester à l'intérieur autant que possible pendant la journée, et c'est le procédé, on va dire, normal dans ce genre de situation. Alors que le Japon subit un nouvel été caniculaire, on observe une demande croissante des assurances couvrant les maladies ou les symptômes liés à la chaleur justement, et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, puisque au Japon on peut établir des contrats d'une journée seulement si on a besoin, par exemple lors de concerts en plein air, d'événements sportifs par exemple ou autres, et bien les contractants peuvent être couverts à partir de 10h du matin s'ils complètent leur demande avant 9h le jour même, et tout est payable en ligne avec PayPal par exemple, parfois même pour moins de 1 euro par jour on peut se protéger. Donc je ne sais pas si ça existe ailleurs ou pas, mais là c'est en ziotant les news japonaises que l'on a appris ça. Et il y a eu un pic, donc on a différents chiffres, mais par exemple fin juillet, il y a plus de 12 000 personnes qui ont été hospitalisées à travers tout le pays en raison des problèmes liés à la chaleur. Et Le Monde, lui, reporte 37 000 personnes hospitalisées, donc voilà, on n'a pas le chiffre exact, mais on va dire que c'est une fourchette déjà importante à partir de 12 000. Il y a même eu 120 morts en juillet, juste pour Tokyo, par exemple, liés à la chaleur. Et de ce qu'il me semble me souvenir, c'était même surtout des personnes âgées et qui étaient déjà en intérieur, etc. Donc c'était pas forcément à l'extérieur des bâtiments. Donc le mercure, il a dépassé en moyenne de 2,9 degrés la moyenne des 30 dernières années, et le mois de juillet était le mois le plus chaud au Japon depuis 1898. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de réchauffement climatique là-dedans, Gaël ? Non, et c'est vrai que c'est très inquiétant et ça devrait d'ailleurs se poursuivre. J'ai vu une news passer là, il y a peu de temps disant que même septembre-octobre au Japon devrait être supérieur à la normale, et ce sera sans doute pas le cas uniquement au Japon. Donc on a un article nous sur Kanpai, comment se protéger de la chaleur estivale japonaise. En effet, en été, il fait très chaud, il y a beaucoup d'humidité. Ce n'est pas impossible de voyager au Japon, mais il faut quand même être assez vigilant et surtout beaucoup s'hydrater. Et puis toujours sur la thématique de la chaleur, qui a eu un impact sur d'autres sujets que nous, les êtres humains, Gaël, je te laisse nous parler d'une autre pénurie, enfin même d'autres pénuries au pluriel japonaises. Tu veux dire une pénurie ? Oui, c'est ça, Gaël, une pénurie de riz. Les gens vont penser qu'on commence à faire des blagues maintenant. Oui, en effet, alors que ces dernières années, la demande annuelle de riz était en baisse constante, notamment du fait de la baisse de population, la vague de chaleur de l'année dernière et l'afflux de visiteurs étrangers, on va le voir en détail, sont considérés comme les causes sous-jacentes de la pénurie de cette précieuse céréale. En effet, la demande de riz s'est mise à augmenter avec une hausse de 110 000 tonnes par rapport à 2023 pour s'élever au total à 7 millions de tonnes. Donc ça a l'air important comme ça, une hausse de 110 000 tonnes, mais en fait, d'après mes calculs scientifiques, c'est seulement une hausse de 1,5% environ, donc c'est pas grand-chose. En conséquence, donc quelque chose qui est un petit peu moins visible pour les touristes, mais le prix du riz augmente pour les Japonais, ce qui la rend moins accessible. Et parfois même les commerces comme Life posent des limites pour le nombre de paquets de riz achetés par les usagers. Cependant, pas de panique, il y a là aussi un effet médiatique qui amplifie l'inquiétude. Les médias ont même inventé un terme pour le désigner. L'expression c'est Reiwa no Kome Soudo, donc qui se traduit par les émeutes du riz de Reiwa, Reiwa signifiant bien sûr l'ère impériale actuelle. Évidemment, le ministère affirme qu'il n'y a pas de problème avec les stocks. En fait, la seule raison de ce phénomène, c'est la chaleur intense de l'été dernier qui a empêché de faire des bonnes récoltes. Et comme cette année ça coïncide avec le record de touristes au Japon, eh bien le coupable est tout trouvé. Sauf qu'en fait, notre ami Régis Arnaud, donc, que l'on va prochainement interviewer sur Kanpai, nous explique que la consommation de riz par les touristes étrangers représente en réalité 0,4% de la consommation nationale. Donc là, je pousse un petit coup de gueule. C'est vrai que les médias japonais reprennent en boucle dans leur titre que en fait, les étrangers sont responsables de la pénurie de riz qui en fait n'existe même pas, cette pénurie. Eh bien, c'est faux. C'est une bêtise et c'est un petit peu dommage de mettre ça sur le dos des étrangers.
Et en plus, Gaël, la pénurie, elle est accentuée de façon récente, là, avec le séisme et l'annonce du méga-séisme en devenir au Japon, par les particuliers, puisqu'ils vont puiser dans les stocks alimentaires, entre autres, dont le riz, mais c'est surtout la mauvaise récolte de 2023 qui fait qu'il y a une hausse de 18% entre 2023 et juillet 2024. C'est la plus forte hausse du prix de cette céréale en 20 ans. Mais le ministère de l'Agriculture, il rassure et il dit que des stocks vont être rapidement mis sur le marché, donc en fait il n'y aura pas du tout de pénurie. Donc toujours en termes de manque, les chiffres du tourisme au Japon atteignent des records, bien sûr, on en parle souvent dans nos émissions, et puis on va encore en parler à la fin de cet épisode. Mais ce flux pourrait être impacté par un manque du précieux liquide des aéroports nippons. On parle bien sûr du kérosène. En voie de conséquence, le gouvernement japonais a autorisé courant juillet à augmenter la production et aussi à importer davantage de kérosène. Par exemple, le 16 juillet, l'aéroport de Narita a reçu en urgence depuis la Corée du Sud de quoi ravitailler ses avions. Le site devant faire voler de plus en plus d'avions au regard de la demande croissante, eh bien cette fois-ci ce ne sera pas la faute d'Air France parce qu'en effet on a appris, alors c'est une petite parenthèse que je fais, mais que la compagnie nationale française se recentrait sur Haneda, ce qui est une bonne chose pour nous, parce qu'Haneda est beaucoup plus proche de Tokyo que Narita. Donc d'après les estimations, le pays devrait se passer de près de 140 vols par semaine, ne pouvant pas répondre à la demande. À mon avis, c'est plutôt une affaire de mauvaise gestion, parce que, Charlie, je te pose la question, mais as-tu entendu parler d'une pénurie de kérosène ailleurs qu'au Japon ? Non, je ne crois pas du tout. Moi non plus. Une des causes, comme toujours, tu l'as bien noté en préparant ce podcast, c'est le manque de main-d'œuvre et donc le vieillissement de la population. Comme il y a moins de demandes de carburant, des raffineries ont fermé leurs portes. Et puisqu'il y a une plus grosse demande touristique, eh bien, les aéroports et les avions se voient donc en situation de pénurie, mais pour l'instant, c'est pas encore très inquiétant. Autre news pour ce mois d'août, le Japon compte bien se rattraper dans ce classement spécial des pays les plus doués pour le cache-cache. Le cache-cache n'était pas aux Jeux Olympiques, Gaël. Et en japonais, on appelle ça le Kakurenbo. Le pays du soleil levant est en effet en 9e place, derrière l'Italie qui est première et la France qui est 2e. L'association japonaise de cache-cache organise, donc là l'association japonaise évidemment, elle organise un événement pour les meilleurs pays et le prochain événement de ce type est prévu les 3 et 4 novembre et ça va se dérouler sur l'île de Tsumaga, un îlot inhabité au large de l'île Iki dans la préfecture de Nagasaki, entre l'île de Tsushima et la ville de Fukuoka. Le but, c'est de trouver les perles rares japonaises pour représenter le Japon aux compétitions internationales. Rien que ça. Donc ce serait des épreuves de 2 heures avec une centaine de participants et de participantes. 90 pour se cacher, Gaël, et 10 seront les Oni, donc les personnes qui vont devoir trouver les autres. Et si on te trouve, tu deviens aussi un Oni. C'est tout le principe du jeu. Je ne sais pas du toutes les règles, mais voilà, je suis au moins au courant là-dessus. Donc une petite citation, les joueurs peuvent être d'âge universitaire ou plus, mais doivent avoir un enthousiasme enfantin pour jouer à cache-cache, tout en étant capables d'apprécier suffisamment la beauté naturelle d'une île déserte pour y passer la nuit après le match. Voilà toutes les consignes à respecter. Il y aurait même apparemment des forces de l'ordre japonaises qui devraient être de la partie, parce qu'il y aura d'autres mini-jeux. Les candidatures, elles vont être ouvertes à partir du 25 août et les frais de participation s'élèvent à 24 800 yens afin de couvrir donc le coût de la nourriture, de la location de l'île, etc., etc. Oui, et je crois qu'il y a un système de points que je n'ai pas relu les règles, Gaël, mais il y a tout un système de points où plus on te trouve tard, plus tu cumules des points. Donc la personne qui te trouve partage les points que tu avais gagnés, etc. Alors j'avais pas du tout préparé cette news, mais en fait ça me chauffe complètement. Ça a l'air vraiment sympa, en espérant que ça finisse pas comme Battle Royale. Oui voilà, ça fait un peu cet univers, surtout que là on est sur une île apparemment inhabitée, et avec des forces de l'ordre pas loin, donc peut-être que dans les prochains scénarios à venir du cinéma japonais, on aura quelques extraits. Mais non, tout devrait bien se passer, en tout cas ils se motivent à améliorer leur équipe japonaise afin de détrôner l'Italie et la France. Et toujours dans la partie société japonaise, un petit point sur le congé paternité.
pour ce podcast-là, pour une fois, on ne va pas vous parler vraiment du problème démographique japonais, mais par contre de la prise de conscience de la présence des parents peut-être pour les naissances. Donc, figurez-vous que l'on note une forte augmentation de l'utilisation de ce congé paternité. 30% d'employés donc concernés qui ont eu un enfant dans l'année en cours ont pris un congé de paternité au cours de l'exercice 2023, soit une hausse pour la 11e année consécutive. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en mouvement de façon continue. Et c'était en 2023, donc là on est passé à 30%, c'était seulement 17%, donc ça a quasiment doublé depuis l'année passée. Et pour les femmes, on était à 80% en 2022 et c'est passé à 84% en 2023. Donc une légère hausse aussi de ce côté-là. Donc ceci s'explique surtout du fait que le gouvernement a commencé à obliger les entreprises en avril 2022 à informer les salariés de tout ce qui était lié au congé paternité ou de maternité d'ailleurs. L'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 50% d'utilisation de ce congé d'ici 2025, donc on en est encore très loin. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est le gouvernement qui doit faire en sorte que les entreprises en parlent de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc on note des congés souvent plus longs, de 1 à 3 mois qui vont être en hausse, et une diminution des congés qui sont plus courts, donc de 2 semaines au moins. Donc c'est en bonne voie pour les familles japonaises. Donc consolider aussi cet aspect familial, peut-être aussi pour plus tard améliorer peut-être le nombre d'enfants par couple au Japon. Et encore une histoire de guerre, Gaël. Oui, pour la dernière news de notre partie société, on va vous parler de la disparition des télégrammes. Alors, c'est pas encore pour tout de suite, rassurez-vous. Tu te souviens peut-être, Charlie, de la guerre contre les disquettes dont on a parlé il y a quelques temps dans notre podcast Actu. Et bien désormais, le Japon, non content de faire disparaître ces bonnes vieilles disquettes, va s'attaquer au télégramme. Et non, on ne vous parle pas du réseau social, mais du télégramme. Et en s'en parlant ce matin, Charlie, on se disait, on est d'accord que c'est bien d'envoyer un courrier physique à quelqu'un? Oui, c'est ça. Alors pour l'anecdote, donc NTT, la plus grande entreprise de télécom au Japon, créée en 1952, est déjà une indication quant à l'importance du télégramme au Japon. En effet, NTT, c'est N pour Nippon, donc le Japon, T pour téléphone et T pour télégramme. Le télégramme, en réalité, est assez onéreux. Il coûte au minimum 800 yens par télégramme, c'est-à-dire environ 5 € à l'heure actuelle. Si vous ne voulez pas envoyer de mails, de SMS, de MMS ou d'appeler la personne, vous pouvez donc lui faire livrer un télégramme. Or, c'est un peu aberrant, mais cette démarche se fait sur Internet, donc ça devient complètement anachronique. Alors pour la petite information, le télégramme au Japon, il est principalement utilisé pour annoncer les mariages et les décès, et c'est quand même pas rien parce qu'en 2022, il y a quand même au Japon eu 3,77 millions de télégrammes envoyés, dont 90%, comme on le disait, pour les mariages ou les funérailles. Alors peut-être le plus amusant dans cette news, c'est que même si le Japon souhaite mettre fin au télégramme, eh bien, il n'a pas donné de date encore pour le faire. Et Gaël, on arrive à notre section politique et économie au Japon, et peut-être que pour une des dernières fois, nous allons parler de Kishida. J'ai noté le titre de cette news, fin du Kishida Game, mais je ne sais pas pourquoi. Puisque donc le 14 août, Fumio Kishida, 67 ans, est en poste de Premier ministre au Japon depuis 2021. Il annonçait se retirer de la course à la tête du parti qu'il mène depuis 3 ans, donc le fameux PLD. L'élection, elle aura lieu le 27 septembre prochain. Et pour vous citer les mots de Kishida, dans cette élection pour la présidence du parti, il est nécessaire de montrer au peuple que le PLD est en train de changer. Et la première étape la plus évidente pour montrer que le PLD va changer, c'est que je me retire. Je ne me présenterai pas à la prochaine élection pour la présidence. C'est clair et précis de sa part. Si vous vous souvenez bien, parce qu'on en a déjà parlé, il y avait toute une histoire autour de ce parti politique, de détournement d'argent, d'utilisation de fonds de campagne, etc. par pas mal de personnes dans ce parti et d'autres affiliés. Et pour rappel, le PLD, lui, il est au pouvoir depuis 1945 et n'a que 25% de cote auprès des Japonais. Donc ça ne veut pas dire que ça va changer de parti. Ça c'est sûr pour la présidence, en tout cas pour le Premier ministre japonais. Mais par contre, ça va changer de tête au pouvoir. Donc malgré son impopularité, Kishida, lui, il tenait à la base à être réélu, mais c'est vrai que c'est plutôt des appels en interne qui ont été multipliés et qui ont peut-être motivé sa démission. Donc qui va être présent pour sa démission? On a déjà quand même pas mal de noms, dont des chouchous, on va dire des préférés.
Il y a le secrétaire, par exemple, en chef du cabinet, qui a déclaré que tous les ministres étaient libres de participer à la course, bien que le principal porte-parole du gouvernement, considéré comme le proche de Kishida, ait refusé de dire s'il en ferait partie ou non. Donc ça, on n'a pas encore l'info. Jusqu'à présent, l'ancien ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, très apprécié du public, a exprimé son intention de se présenter à l'élection présidentielle du PLD. Et il était auparavant secrétaire général du PLD, donc numéro 2 du parti. Et c'est lui qui est le favori avec 25,3% des voix pour le moment. On a d'autres noms en tête avec le ministre du numérique, Taro Kono, le secrétaire général du PLD actuel, donc Toshimitsu Motegi, ou encore la ministre de la Sécurité économique, Sanae Takaichi. Et un dernier pour la route, Gaël, l'ancien ministre de la Sécurité économique, Takayuki Kobayashi, fait également partie de ceux qui pourraient rejoindre la course à cette présidentielle pour le PLD. Pour devenir calife à la place du calife. C'est ça. Non, mais après, là, il y a beaucoup de noms qui ont été cités. Ça ne nous dira pas forcément grand-chose, à part ce bon vieux Kono Taro. Mais ce qui est important de retenir, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, la tête va changer du Premier ministre. Mais le PLD va très probablement rester au pouvoir sans aucun problème. Et puis, rien ne va changer de beau sous le soleil. Et un autre mouvement assez fort qui a eu lieu au mois d'août malgré tout, c'est au Nikkei. Donc le Nikkei, c'est la bourse japonaise. Alors que le yen semble commencer à se stabiliser, comme on en parlera traditionnellement en fin de podcast, eh bien le marché des actions en bourse devrait lui aussi retrouver son calme. Le choc de la Banque du Japon est à l'origine du krach qui a conduit l'indice de référence à perdre quelques 7600 points au cours d'une séquence de 3 jours. Là, je citais Chihiro Ota, qui est directeur général adjoint de la recherche en investissement chez SMBC Nikko Securities. En effet, pendant ces 3 jours, au mois d'août, le Nikkei a perdu quasiment un quart de sa valeur, ce qui est quand même pas rien. Alors il reste à voir si l'indice Nikkei rebondira vers le niveau des 40 000 points en raison des perspectives encore peu claires de l'économie américaine au moment où on enregistre. Évidemment, ça a un lien avec la direction de la Fed, donc la banque centrale américaine. Le yen, qui était tombé à son plus bas niveau depuis 37 ans, s'est envolé après que le gouverneur Kazuo Ueda a signalé que des nouvelles hausses de taux d'intérêt pourraient être envisagées. Et concernant les actions, donc environ 70 à 80% de la baisse des actions japonaises est imputable à la force du yen, tandis que les inquiétudes concernant l'économie américaine représentent environ 20 à 30%, nous explique Ota. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les actions japonaises, donc au Nikkei, qui est l'équivalent du CAC 40 japonais, étaient très très hautes depuis quelques mois. Il y a eu un mini crack qui a eu lieu pendant 3 jours. Et puis les actions sont remontées quand même assez bien, assez vite, sous 1 à 2 semaines, sans toutefois retourner au niveau préalable. Mais malgré tout, elles restent encore en bonne santé. Donc à voir si les évolutions du yen ont un impact sur la bourse japonaise. Mais pour l'instant, tout se tient à peu près. Et si partout dans le monde les points de vue par rapport au conflit de Gaza font beaucoup parler, eh bien c'est aussi le cas au Japon avec le boycott de la commémoration de Nagasaki. Donc c'est un sujet d'actualité un peu houleux évidemment. Donc pour esquiver des protestations lors des commémorations, le maire de Nagasaki n'a pas invité les représentants, donc l'ambassadeur d'Israël. Des ambassadeurs alors ont posé leur boycott, les Américains, les Anglais, l'Italie, l'Australie et récemment l'ambassadeur français a rejoint cette décision. Ces pays n'ont pas envoyé les ambassadeurs pour les représenter, mais soit des numéros 2, soit d'autres personnes. Ils voulaient marquer le coup pour ne pas soutenir cette décision japonaise. Et par exemple, le porte-parole de l'ambassade française, je cite, nous dit « La décision de ne pas inviter le représentant d'Israël est regrettable et contestable ». Donc le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, a défendu de son côté une volonté de ne pas inviter Israël. Il indique bien que ce n'est pas une décision politique, bien que voilà, on sait tous que ce n'est pas le cas. Donc de son point de vue, ce n'est pas une décision politique, mais un moyen d'éviter d'éventuelles protestations liées au conflit à Gaza. Je le cite, « Nous voulons que la cérémonie se déroule sans heurts et dans un environnement pacifique et solennel ». Donc on comprend, puisque ça commémore les bombardements qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon, sur le Japon, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose, une décision fortement politique, même si on comprend qu'il ne veut pas que l'événement soit entaché par des conflits. Il y a d'autres représentants d'autres pays comme ceux de la Russie ou de la Biélorussie qui ne sont déjà pas invités depuis de nombreuses années sur ce type d'événement.
Et après notre point Kishida, on va faire un petit point Koike, hein, quasiment comme chaque mois. C'est la maire de Tokyo qui revient dans l'actualité. Je ne sais pas si tu te souviens, Charlie, de son avatar IA. Eh bien, cette fois-ci, c'est la vraie maire de Tokyo qui s'est fracturé le genou en public devant un stade rempli. À 72 ans, elle a quand même subi une fracture par avulsion. Alors, je ne connaissais pas, mais en fait, c'est quand un morceau d'os attaché au ligament ou au tendon est arraché de la partie principale de l'os. Donc c'est son genou gauche qui a souffert et sa blessure devrait mettre quand même environ 2 mois à guérir. Alors comment elle a fait ça, Charlie? On l'a vu ensemble en vidéo. Elle participait au lancer d'ouverture d'un match de baseball au stade Jingu à Tokyo le 6 août. Alors allez voir vous aussi la vidéo si vous le souhaitez, c'est pas très drôle. On la voit faire son lancer et puis mal se réceptionner. Et après, voilà, on imagine bien la douleur qui l'a suivi. Donc quelques jours après, on l'a heureusement aperçue à nouveau en fauteuil et elle a déclaré « Je m'excuse de vous avoir causé tant d'inquiétude ». Peut-être pas quand même, mais malgré tout, on lui souhaite un bon rétablissement. Et pour notre section pop culture, Gaël, nous allons commencer avec une bonne nouvelle concernant Nintendo. C'est vrai qu'à chaque Nintendo Direct, on attend que l'entreprise Nintendo réponde à la question suivante, Gaël, mais quand sort la Switch numéro 2 ? En mars 2025. Ah, tu vois, on l'aura entendu en premier sur Kampai. C'est vrai ça ? Non, vraiment je pense. Ok, d'accord. Prenez vos stylos et puis n'hésitez pas à nous envoyer des télégrammes si vous voulez vous moquer de Gaël en réponse à cette news. Je parie 1 yen. Donc lors de ces événements, Nintendo prend la parole avec des vidéos préenregistrées où ils vont nous développer un peu ce qu'ils attendent de leurs produits futurs et ce qu'ils vont nous proposer. Donc on n'a toujours pas la date, sauf Gaël qui a l'exclusivité de cette date apparemment pour la Switch numéro 2, donc cette console de salon. Au lieu de cela, on a eu la chance d'avoir un très bel aperçu du musée Nintendo et ce dernier ouvrira ses portes début de l'automne le 2 octobre prochain. Et c'est même le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, qui nous a fait la visite. Et donc ça, on vous invite à l'observer en vidéo sur YouTube, où c'est lui qui prend la parole. Et nous, on a eu des photos de presse en exclusivité. Mais voilà, c'est vrai que si vous voulez voir une vidéo donc présentée par ce fameux Miyamoto, qui est toujours, je trouve, jovial, ça, qui est toujours hyper dynamique, etc., c'est très sympa à voir. Donc vu de haut, on voit sur les photos en tout cas le toit du musée qui affiche fièrement la brique avec le point d'interrogation de l'univers Mario. Que le bâtiment de ce musée est situé sur le site de l'ancienne usine Uji Ogura de Nintendo à Kyoto qui produisait des cartes à jouer à l'époque, on va dire. Et vous allez pouvoir dans ce musée remonter le temps de l'histoire du jeu vidéo pour lequel Nintendo d'ailleurs est un des leaders depuis quasiment le commencement. En tout cas, il a presque toujours été là, je dirais. Au second étage de ce musée, il y a de grandes vitrines avec une exposition du matériel d'antan, les comparaisons qui sont parfois surprenantes entre les différents packaging des différents continents pour voir à quel point une console ne se vend pas du tout pareil d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre. Tous les jeux physiques apparemment devraient être exposés en vitrine, tous ceux produits par l'entreprise Nintendo. Et on aura même des écrans et des haut-parleurs pour illustrer leur contenu. Alors je ne sais pas s'ils feront ça surtout, si on pourra savoir chaque cassette par exemple, ce qu'elle représentait sur les écrans. Mais en tout cas ça a l'air d'être très sympa, notamment pour les connaisseurs. Si vous voulez voir des objets rares par exemple. Et cet étage va dévoiler également des jeux et des cartes à jouer que Nintendo faisait. Et par exemple, on nous montre des poussettes, je crois. J'en parlerai tout à l'heure, mais il y a aussi une sorte de lanceur de balles de baseball, des choses comme ça. Donc lors de votre visite, vous allez avoir des pièces virtuelles avec votre billet d'entrée et ça va vous permettre de jouer à pas mal de choses dans ce musée. Plein de jeux vont être disséminés un peu partout et il y a beaucoup d'interactions possibles. Vous pouvez jouer à la Wii par exemple avec des manettes, des Wiimotes là, géantes, donc vous êtes obligé d'être deux tellement qu'elles sont grandes pour être à deux et coopérer pour avancer sur votre jeu vidéo. Il y a également une version, la version carrée de cette manette de la NES, mais de la NES japonaise, de la Famicom, où vous allez pouvoir avancer à Mario A2, donc quelqu'un qui s'occupe des touches directionnelles avec des gros boutons, une grosse croix on va dire, et l'autre qui appuie sur les deux boutons pour sauter, etc. Donc ça peut être drôle en vrai. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut vous proposer d'autre là-bas? Eh bien, il y a un sol interactif, en tout cas vous allez pouvoir jouer à un jeu de cartes japonaises. Là pour le coup, c'est pas des cartes Nintendo, je crois, c'est un jeu japonais. Hanafuda. Au sol. Oui, c'est ça, exact.
Et aussi des pièces, donc si vous aimez bien faire du baseball au Japon, dans les fameux batting centers, eh bien il y a la même chose qui est proposée dans le musée en version miniature, où vous allez rentrer dans une petite pièce qui va être décorée comme une chambre d'enfant ou un bureau, etc. avec des décors de Nintendo, et c'est le fameux jouet, l'ancien jouet de lanceur de balles, donc une sorte de balle de ping-pong, qui vont projeter des balles, et vous avec une sorte de batte en mousse, vous allez essayer de viser le décor, et si vous touchez le décor, il va s'animer, ça va tourner, ça va faire du bruit, etc. Donc c'est une visite que l'on peut faire, je pense, avec des enfants ou même en tant que fan, évidemment adulte, puisqu'il y aura à la fois une visite musée, beaucoup d'interactions, et puis ces fameux tickets avec des pièces virtuelles, ça va être très cool. Oui, alors encore faut-il pouvoir y accéder parce que pour l'instant c'est un petit peu la galère pour trouver des tickets. Alors il y a quand même la possibilité de commander des places directement sur le site officiel du musée Nintendo, sauf que pour l'instant, du fait de la demande qui est très forte, eh bien c'est une loterie qui est mise en place. C'est-à-dire qu'en fait vous n'êtes pas sûr de pouvoir obtenir des places pour la date que vous souhaitez. Vous faites une demande et vous serez tiré au sort, et en plus de ça, pour pouvoir valider votre demande, il y a plein d'informations à ajouter. C'est assez complexe même pour nous, nos staffs qui sont au Japon, ils ont regardé, c'est quand même pas simple du tout. En tout cas, moi j'ai très hâte de pouvoir y aller. J'espère pouvoir y aller lors de mon prochain voyage début d'année prochaine. Et puis bien entendu, on vous fera un article complet sur Kanpai avec des photos dès qu'on l'aura visité, comme toujours. Alors Gaël, on va sortir un petit peu des news fraîches du mois d'août, mais peut-être un peu notre actu à nous liée au Japon et à la pop culture, notamment le jeu vidéo pour commencer. Moi je rejoue en ce moment à Ghost of Tsushima que j'avais fait sur PlayStation 4 et maintenant je suis le repossesseur de la version PS5. Donc je voulais voir s'il y avait un peu une différence. En fait j'ai été happé par ce jeu que j'aime beaucoup, tellement en termes de gameplay et puis juste le plaisir visuel. Donc si vous ne connaissez pas le jeu Ghost of Tsushima, il est sorti en 2020. C'est un jeu des studios Sucker Punch. C'est un jeu Sony évidemment, une exclue à la base PS4 qui maintenant est sur PC et PS5 avec une version Director's Cut aujourd'hui. Donc on nous plonge ici dans le Japon féodal du XIIIe siècle et on y incarne Jin Sakai, un samouraï sur l'île de Tsushima, donc une île dont on a parlé tout à l'heure, qui existe vraiment. Son rôle ici, lui, pour ce jeune Sakai, c'est de repousser l'invasion mongole. Donc des ennemis aussi qui changent, j'ai trouvé, puisqu'on y... alors, même si ça reste un jeu où on attaque des gens, hein, faut pas se le cacher, c'est vrai qu'il y a une culture, il y a la culture japonaise qui se mixe aussi, on voit les interactions avec la culture mongole à ce moment-là. Et puis ne pas oublier aussi que les Mongols ont beaucoup accompagné le paysage historique, on va dire, des conflits avec que ce soit la Corée, la Chine ou le Japon. Donc c'est un monde ouvert avec beaucoup de quêtes annexes aussi, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi de l'infiltration, un peu comme sur un Assassin's Creed on pourrait dire, et c'est là où le jeu est intéressant je trouve, puisqu'il propose un samouraï qui fait de l'infiltration, ce qui n'est pas trop dans son code moral, et lui justement il va essayer de jongler entre les valeurs de son clan samouraï et puis ce qui va lui permettre peut-être de sauver son île et puis le reste de la population. Jin. Au combat, nous affrontons nos ennemis avec fierté. Et quand nous leur ôtons la vie, nous leur faisons face. Donc voilà, je voulais vous en parler puisque moi j'ai adoré la beauté et ce Japon qui est magnifié dans cette version en jeu vidéo. Et puis on a la végétation, là, les Suzuki qui prennent le vent, etc. C'est d'ailleurs le vent qui vous dirige pour trouver vos objectifs et les suivre. Il y a toute une aventure aussi à croiser pas mal de PNJ. Vous allez croiser des renards qu'il va falloir suivre pour débloquer des choses, ou vous suivez le chant des oiseaux, etc., etc. Une météo qui est changeante dans le jeu. Je trouve très complet et surtout en termes de combat et de gameplay. Je crois que c'est un de mes préférés avec God of War là-dessus, même s'il n'est pas encore dans mon top des jeux PlayStation avec Last of Us et God of War évidemment. Ouais, mais j'avais eu de la chance de le faire, Ghost of Tsushima, il y a à sa sortie, quasiment en 2020, pendant le Covid, et j'en garde un excellent souvenir, effectivement. Comme ce que tu as dit, le jeu est magnifique. Il m'a beaucoup rappelé les premiers Assassin's Creed avant que ça devienne des RPG, en fait. Et puis j'ai très hâte qu'ils annoncent le 2, apparemment il est dans les tuyaux, et puis on pourrait aller sur le continent, entre guillemets, c'est-à-dire sur les îles du Japon un peu plus connues que Tsushima, mais en tout cas, on vous le recommande, effectivement, si vous n'y avez pas joué. Pour ma part, en août, j'ai joué un petit peu aussi. Alors sur les bons conseils de Julien, que vous avez entendu aussi en podcast l'année dernière, j'ai joué à Astrobot sur la VR, donc sur le casque réalité virtuelle
de PlayStation 4. Donc j'adore Astro en fait, j'adore les jeux de plateforme. Et du coup, Julien m'a conseillé de faire Astrobot VR, Rescue Mission il s'appelle, parce que c'est vrai qu'il est assez amusant. Et j'étais un petit peu réticent parce que j'ai tendance à avoir un petit peu la nausée, comme beaucoup de gens, hein, quand je fais de la VR. Et ben en fait, je me suis assez vite habitué et le jeu est vraiment très très sympa. Il est rigolo, c'est un jeu de plateforme et c'est assez impressionnant d'avoir justement un petit peu tout autour de soi. Donc c'est très très bien pensé, évidemment, de la part de la team Asobi. Et ce qui me donne évidemment encore plus envie de jouer à Astrobot sur PS5 qui va sortir le 6 septembre. Je sais pas si Charlie, tu as eu l'occasion de faire le petit jeu là de quelques heures. Non, je l'ai pas fait vu que j'avais très hâte d'avoir la PlayStation 5. J'ai mis direct un jeu de Dangal. Eh ben, je t'encourage quand tu auras fini les jeux sur lesquels tu es actuellement à jouer à Astrobot. Et puis je pense que je te prêterai avec plaisir Astrobot PS5 parce que c'est vraiment ce genre de jeu de plateforme. J'adore, je trouve la mascotte très très mignonne et puis Asobi fait un super travail et pour la petite anecdote, c'est un Français qui est à la tête de ce studio au Japon qui s'appelle Nicolas Doucet et qui fait un super travail. Et d'ailleurs, j'aimerais bien l'interviewer un jour. Monsieur Doucet, si vous nous écoutez. Avec plaisir. Et en termes de films, je voulais vous parler de 2 films japonais que j'ai vus ce mois-ci. Donc d'abord Godzilla Minus One, on en parlait il y a quelques temps. J'ai eu l'occasion de le voir, j'étais un petit peu déçu pour ne rien te cacher, alors peut-être que j'en attendais un petit peu trop. J'avais adoré Shin Godzilla, donc le film de Hideaki Anno, mais qui lui parlait plus de la partie politique. J'avais même fait un article sur Kampai pour vous le présenter. Là, Godzilla Minus One, il est un petit peu plus classique, en tout cas, on a vraiment l'impression que c'est un Godzilla à l'ancienne, mais fait avec les moyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des beaux effets spéciaux, il est en 4K, etc. Mais en fait, le rythme est assez lent. Les décors sont... Bon, évidemment, voilà, on est sur de l'après-guerre, on est vraiment sur le début de l'histoire de Godzilla, en fait. Donc, finalement, il se passe pas forcément grand-chose. Les quelques scènes d'action sont vraiment prenantes, assez impressionnantes. Mais en dehors de ça, c'est vrai que j'ai trouvé que le film durait un petit peu trop longtemps. Et je m'attendais à avoir un petit peu plus de rythme, en tout cas, et que ce soit un petit peu plus impressionnant, même si, voilà, là, ça reste sympathique, mais je le conseillerais pas forcément. Et je voulais aussi vous parler du film L'Innocence de Koreeda Hirokazu. Alors moi, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément, notamment, donc on en parlait tout à l'heure, Charlie, Tel Père, Tel Fils, qui m'avait vraiment marqué. L'Innocence, donc c'est Kaibutsu en japonais, monstre, ça veut dire monstre. C'est un film en fait qui va d'abord présenter en fait les relations d'un jeune garçon de CM2, donc dont on croit qu'il harcèle un autre enfant. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que comme toujours avec Koreeda, le scénario est vraiment beaucoup plus profond qu'il n'a l'air au départ. Et là, on a vraiment un film qui est fait en 3 parties avec différents angles, différents axes en fait, selon là où on se trouve dans le film. Et puis, sans rien vous dévoiler bien entendu, mais la fin va vous retourner. Donc il y a différentes interprétations, mais c'est encore pour moi une réussite de la part de Koreeda. Et je vous encourage à tout prix d'abord à découvrir ce réalisateur si vous ne le connaissez pas, et aussi à regarder ce film, hein, donc L'Innocence, qui est, je crois, gratuit encore pendant 1 mois sur Canal+, si jamais vous l'avez. Et donc si ça vous plaît, tous les mois on vous dira un petit peu ce à quoi on a joué, ce qu'on a vu aussi ou lu par rapport au Japon. Donc comme ça dans un petit segment de notre podcast Actu. Donc pour finir ce podcast, on va revenir sur nos rubriques récurrentes de fin de podcast Actu. Donc on va commencer comme toujours par vous parler du yen. Le yen s'est donc retourné. On parlait il y a quelques mois d'une probable intervention de l'État japonais. Eh bien ça a été confirmé. On a appris que fin avril, l'État a dépensé plus de 59 000 milliards de yens, juste entre guillemets, pour renforcer sa monnaie par rapport au dollar. Il a même relancé de 3 800 milliards de yens 3 jours après. Donc là, ce qui s'est passé dernièrement, vous l'avez peut-être constaté, c'est que le yen s'est retourné. Ça veut dire que on avait atteint un record de 175 yens pour 1 euro au cours de l'été. Et bien, brusquement, le yen s'est apprécié. Donc en fait, le rapport euro-yen a chuté avant de se stabiliser. Là, aux dernières vérifications qu'on a faites avant d'enregistrer, on était à peu près autour de 162 yens pour 1 euro. Donc c'est quand même une chute quasiment de 10% par rapport au point haut. Mais malgré tout, ça reste très élevé. Ça reste très intéressant pour nous encore d'acheter du yen à ce montant. Donc encore et toujours, ne procrastinez pas si vous allez partir au Japon dans les prochains mois ou même au printemps ou à l'été prochain. Eh bien, on vous encourage. Ce n'est pas un conseil financier, mais on vous encourage à commander des yens parce qu'actuellement, ils sont encore
à un taux très intéressant. On le disait donc de 162 yens pour 1 euro. Il est temps de faire ces emplettes parce que vous gagnerez du pouvoir d'achat pour quand vous serez au Japon. Donc en termes de fréquentation touristique, on est quand même sur un record pour juillet 2023. Il y a eu quasiment 3,3 millions de visiteurs étrangers au Japon, c'est un record all-time. Le précédent vrai mois de juillet, donc en 2019, était de 2,9, donc quasiment 3 millions. Là, on est à 10% de plus avec 3,3 millions. Et ce qui fait que sur toute l'année 2024, donc de janvier à juillet inclus, on est déjà à plus de 21 millions de visiteurs étrangers, soit quasiment en fait l'ensemble des voyageurs de 2023 qui étaient 25 millions. Moi, je suis quasiment sûr qu'on va atterrir autour de 32-35 millions de voyageurs pour toute l'année 2024, ce qui serait, comme on le disait, un record, mais on est encore bien loin du surtourisme dont on veut bien entendre parler. En septembre, au niveau des événements, ce qui va pouvoir être intéressant à voir au Japon autour du 15 septembre, c'est le festival Late Aisai. Donc c'est un festival de Yabusame qui se déroule à Kamakura, au sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu. Le Yabusame, Charlie, si tu l'avais oublié, c'est du tir à l'arc à cheval. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Vous aviez déjà dû publier des photos sur Kanpai d'ailleurs. Exactement, on a un article qui en parle. Donc du 14 au 16 septembre, si vous voulez y aller, ça peut être intéressant. Et on a également 2 jours fériés en septembre, le 16 et le 23. Le 16 pour les personnes âgées et le 23 pour fêter l'équinoxe d'automne. Et concernant nos podcasts, le point sur ce que l'on a diffusé en août, donc nous avions un podcast dédié au voyage avec le surtourisme en thématique avec Marjorie début du mois d'août. Ensuite, on a enchaîné, Gaël, avec l'interview d'Adeline Chotaille, c'est toi qui as mené l'interview comme d'habitude, cette fameuse comédienne française de doublage avec qui tu as eu la chance d'échanger. Et pour notre podcast Destination, il a été dédié à Hakone, cette fameuse ville autour du mont Fuji. Et pour le mois de septembre, les podcasts prévus sont pour la thématique voyage, le train au Japon, que l'on fera évidemment avec Marjorie. Donc ça, ce sera diffusé le 11 septembre, toujours dès mercredi évidemment. Puis le 18, tu vas mener une interview d'une personne dont tu parlais tout à l'heure, Régis Arnaud, qui est journaliste, et donc il vit au Japon. Et il a un regard critique sur le Japon qui est assez intéressant. Oui, donc ça va pouvoir aussi nous permettre d'avoir un autre regard du Japon et quelqu'un qui vit le Japon autrement, avec cette plume critique justement. Et le 25 septembre, le podcast Destination va s'intéresser à USJ, donc Universal Studios Japan, et avec un petit zoom sur le Nintendo World qui est très très demandé et très connu, et en plus en phase d'ouvrir une nouvelle destination qui est le World de Donkey Kong. Et le podcast Actualité qui concernera le mois de septembre, lui, il sera diffusé le 2 octobre. Et donc on vous rappelle, le 4 septembre, il n'y aura pas de podcast du tout sur la chaîne de podcast de Kanpai. On peut enfin le dire, Gaël, c'est officiel, nous avons depuis une semaine ouvert la chaîne YouTube. Donc les podcasts sont diffusés dessus. Et donc on vous invite aussi à utiliser ce canal pour pouvoir diffuser aussi nos podcasts à des amis s'ils ne sont pas habitués à des Apple Podcasts ou autres. Ouais, si vous êtes abonné à YouTube Premium, c'est une bonne manière. Enfin, nous, on l'a classé. Enfin, tu l'as classé parce que c'est toi qui l'as fait, Charlie, et je te remercie. Comme podcast, ça veut dire que vous pouvez écouter nos podcasts sur YouTube. C'est vraiment classé comme tel. Oui, voilà, c'est une chaîne, c'est une playlist podcast, donc ça va passer tout seul. Et si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas, de toute façon, à nous écrire via nos différents réseaux sociaux. Et puis, Gaël, je te laisse terminer avec nos articles du mois. Oui, alors tout début août, on a publié un article sur la boutique Nintendo Kyoto. Donc avant l'ouverture du musée, on a toujours cette boutique qui est accessible au grand magasin Takashimaya en centre-ville. Ensuite, on est revenu à Tokyo pour parler d'un autre magasin pour les fans de manga. Cette fois-ci, c'est de Captain Tsubasa, donc Olive et Tom. On a parlé du Gold Store, qui est la boutique officielle des fans, où on peut même croiser le mangaka. Donc ça, c'est assez intéressant. À Kyoto, on a parlé ensuite d'un restaurant traditionnel de nouilles qui s'appelle Gontaro Honten. Là, on a fait vraiment le zigzag entre Tokyo et Kyoto, parce que mi-août, on a diffusé un article sur le Tokyo Joy Police, qui est une grande salle d'attraction de Sega à Odaiba, avec plein d'attractions VR. Ensuite, on a publié notre grand article sur le méga séisme, que je vous encourage à aller lire. Et puis, on a publié un article sur notre grand jeu concours, pour gagner un voyage au Japon, dont on va vous reparler juste après.
Alors comme on enregistre un petit peu plus tôt là, avant la fin du mois d'août, d'ici la fin du mois, on va vous publier encore 2 articles avant la fin du mois. Donc un sur Azabudai Hills, qui est un nouveau centre commercial assez impressionnant donc, à Tokyo. Et puis une boutique d'artisanat à Hakone, dont tu parlais tout à l'heure Charlie, qui s'appelle Hakone Craft House. Au mois de septembre, toujours sans trop vous en dire, on va vous publier plusieurs articles. Je pense notamment qu'on va vous parler des cartes eSIM, parce que c'est un truc, c'est un système qui monte ces derniers mois, peut-être depuis le Covid, pour remplacer les Pocket Wi-Fi dans certaines situations. Et puis on va vous présenter aussi des matsuri, des temples, des hôtels, et puis probablement on va vous parler des passes régionaux au Japon, donc restez bien sûr connectés sur Kanpai. Et nous tenions à remercier nos lectrices et lecteurs qui commandent des packs soutien sur Kanpai. Donc pour rappel, c'est l'ensemble de nos livres papier plus e-book que vous pouvez commander sur notre boutique en ligne kanpai.fr. Donc nous remercions Nicole R, Olivier L, Nicole B, Paul A et Cédric S qui ont ce mois d'août commandé des packs soutien sur Kanpai. Je rappelle que les packs soutien, comme tu le disais en introduction, offrent 5 participations pour notre concours de voyage au Japon. Donc, pour rappel, jusqu'au 22 septembre, tous les livres que vous achèterez sur kanpai.fr, tous nos livres, vous donnent droit à un ticket de participation pour gagner un grand voyage au Japon de 2 semaines pour 2 personnes en 2025, avec donc vol en direct aller-retour, 2 semaines d'hébergement à Tokyo et Kyoto, et puis un billet de train entre Tokyo et Kyoto. Donc on vous remercie de bien vouloir participer en commandant nos livres, ça nous fait très plaisir et ça nous permet de vous proposer ce grand concours. Et comme à chaque fois, on vous invite à noter notre podcast 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous les écoutez, nous laisser des commentaires et nous partager. Mis à part le livre, on n'a pas de pub, même le livre d'ailleurs il est vendu que sur la boutique en ligne sur kanpai.fr. C'est vous qui faites notre bouche à oreille, on ne compte sur rien d'autre pour le moment et on n'a pas prévu d'ailleurs de faire autrement. Donc on vous remercie encore chaleureusement pour vos échanges sur les réseaux sociaux et puis on vous dit à très bientôt. Je te remercie Gaël pour le temps accordé pour ce podcast Actualité et on se retrouve pour le mois de septembre. Merci Charlie. Salut Gaël, au revoir. À bientôt. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.